Bonjour, bienvenue par ce jour un peu pluvieux à l'école urbaine de Sciences Po, donc une école de Sciences Po, Université internationale de recherche. École urbaine, c'est pas école d'urbanisme, c'est pas école d'architecture, c'est pas école d'ingénieur, c'est pas école business school. Il y a un petit peu de tout ça, mais c'est pas ça, c'est un peu autre chose. C'est l'école pour utiliser les sciences sociales pour comprendre les transformations des villes et surtout pour développer les capacités à agir et à participer à la transformation de ces villes et de la vie des habitants. Donc c'est un projet un peu politique, évidemment, l'école urbaine, qui va inclure tous ces aspects-là. La raison pour laquelle on a fait l'école urbaine à Sciences Po, c'est qu'il ne vous a pas échappé qu'aujourd'hui, partout dans le monde et en France, la question territoriale, les différences entre territoires sont très importantes et qu'aujourd'hui, les villes sont le moteur. Elles sont à la fois les moteurs des transformations économiques, sociales et politiques, et elles sont aussi les cibles où beaucoup de gens les prennent pour cibles et voient ça comme un des problèmes. Donc la question urbaine, elle est absolument centrale, et donc c'est pour ça qu'à Sciences Po, on a voulu faire une école où on met tous les langages de la ville, on essaye de développer des gens, de former des gens pour être capables de transformer ces villes. Pour vous présenter cette école, on a une Dream Team cet après-midi, composée de... Ouais. Bonjour, je m'appelle Inès, je suis en master stratégie territoriale et urbaine. Et moi je suis Constant, j'ai fait le master du cycle d'urbanisme. Et Guillermo Martin, je suis le directeur de l'école urbaine. Et moi, je suis Patrick Le Gallès, le doyen de l'école urbaine. Donc on va commencer par une petite vidéo qui va vous montrer un peu la base des choses qui nous intéressent. Ensuite, je vous ferai une brève présentation de l'école. Nos deux étudiants nous expliqueront comment on survit dans cette école et ce qu'on peut y apprendre d'intéressant, j'espère. Et ensuite, Guillermo, il nous donnera des éléments plus concrets sur l'organisation. On va faire ça assez rapidement pour avoir le temps pour vos questions. On commence par la vidéo. Urban School is preparing for the challenges awaiting cities of the future. Across the globe, metropolises are becoming major political organizations of the 21st century. They are sites of experimentation, social progress and economic development, but also targets threatened by illiberal politics or climate change. We train future professionals in urban governance. Our objective is to ensure that our students are fluent in the languages of cities and that they are able to work effectively both with citizen groups and big transnational companies. Whether they come to us from another university, a French Grande École, from overseas or from Sciences Po Undergraduate College, all our students are curious and passionate about cities. They are driven by a desire to interact with others, and they want to be actively involved in shaping towns and regions. The Urban School educational project is unique because it is founded on extensive experience in the field, collective work, comparisons of different cities in Europe and across the globe, as well as on providing genuine partners with solutions. Students learn the art of negotiation, gain an understanding of the needs and requirements of the inhabitants of a city and the importance of complying with restriction and limitation, as well as learning about project methodology and decision making. A focus on social sciences research across the school gives them an understanding of the role of thoroughness, in-depth work, and critical distance. 3 master's courses are available. Firstly, the Territorial and Urban Strategies Masters teaches students about the strategic and operational professions involved in urban and territorial management. Secondly, the Governing the Large Metropolis Masters provides training in governance and urban policies of major global metropolises. And finally, the Urban Planning Program provides high-level specialist training in urban development and planning, as well as property development. The Urban School also provides an international outlook. It offers exchange programs and dual degrees with prestigious universities such as the London School of Economics, Colegio de México, and very soon with UCLA and Renmin in Beijing. We have a solid network of alumni, partners and sponsors, all of whom work together to provide students with professional development support. The world of urban development offers a vast range of job opportunities, and our graduates benefit from a varied professional landscape. Their career paths very often lead them to pursue several different jobs, work across different sectors and in different countries.
Once they graduate, our students join a wide range of companies, think tanks, management teams, NGOs, associations, or international organizations. And always driven by the ambition of transforming the world through its cities. Sciences Po. Eh ben voilà, au moins vous avez la preuve qu'on accepte de diversité de profils et même les diversités d'accent anglais. Vous voyez, même les plus ridicules, donc il n'y a pas de problème avec ça, vous êtes détendus de ce côté-là. Alors, ce qui caractérise l'école, par rapport à d'autres écoles, c'est la première chose, c'est évidemment la diversité des profils. Et à l'école urbaine, on insiste, on en va beaucoup insister sur les sciences sociales, mais on insiste beaucoup pour recruter des gens qui viennent d'horizons différents. Ça veut dire des gens qui vont venir de Sciences Po du premier cycle, bien sûr, des gens qui vont venir de l'université, et on recrute beaucoup de gens qui viennent de l'université, des gens qui viennent des prépas, d'autres IEP, des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, de plus en plus d'ingénieurs, ça nous paraît important pour nos mix, et puis des gens qui vont devenir de l'étranger. Donc, diversité des profils, c'est ce qui fait aussi une des forces de l'école. La deuxième chose, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on veut que nos étudiants ils parlent toutes les langues de la ville. On veut qu'ils soient capables de parler aux architectes, aux associations de quartier, aux promoteurs immobiliers, aux banquiers, aux politiques, aux élus. Et il faut comprendre ces différentes logiques. Et donc, c'est une des choses qui est très forte. On essaye aussi d'avoir une très forte internationalisation et quel que soit le master que vous pouvez choisir, on veut que nos étudiants ils soient capables de comparer. On n'est pas là pour vendre un modèle, on veut que nos étudiants aient un esprit critique et un esprit comparatif et soient capables de comprendre différents phénomènes à différentes échelles. Et puis c'est une école de taille moyenne par rapport aux écoles de Sciences Po. Ça veut dire qu'on a des masters qui sont plutôt autour d'une cinquantaine d'étudiants. Ça veut dire qu'on peut avoir un suivi assez précis de nos étudiants, de ce qu'ils peuvent devenir. On peut les conseiller pour les stages parce qu'il n'y a pas des immenses masses. Et je voudrais insister là-dessus, l'école urbaine, c'est une formation. On a vraiment beaucoup travaillé pour avoir des programmes avec des cours théoriques d'assez haut niveau et on insiste beaucoup sur la formation par la recherche parce que ça vous donne des éléments d'interrogation et on est un groupe de chercheurs d'assez haut niveau sur les questions urbaines très reconnus au niveau international. Des cours avec des professionnels qui vont faire des études de cas, des jeux de rôle, tout un ensemble de choses, des cours qui vont être plutôt de méthodo pour travailler sur des enquêtes, travailler sur des statistiques, sur le GIS, sur le bilan carbone pour certains masters, et puis un projet collectif, ça veut dire que 6 ou 9 mois selon les masters, très vite, très tôt, dès la première année, on veut que d'un côté, vous soyez obligé de travailler intellectuellement sur l'économie, la sociologie, la science politique, la géographie, et j'en oublie un ou deux, mais en même temps, on veut que vous soyez en position de répondre à une commande, de travailler par groupe de 4 avec un tuteur extérieur et d'avoir les mains dans le cambouis. Il faut répondre à une commande, travailler en réunion, gérer son projet, faire des présentations, respecter les délais, et donc apprendre à travailler comme des professionnels. Et puis vous avez des voyages, et on va y revenir. Et c'est cette combinaison-là qui fait l'ensemble de l'école urbaine. L'ensemble de l'école urbaine, c'est 4 masters. Il en manquait un parce qu'on l'a créé de nouveau cette année. Donc, stratégie territoriale urbaine, qui est plutôt sur les questions de gouvernance, d'action publique et de transformation des politiques urbaines, plutôt en France et en Europe, entièrement en français, avec quelques cours en anglais possibles, mais en français. Le cycle d'urbanisme, qui est le plus vieux diplôme, qui a une cinquantaine d'années, qui fête ses 50 ans, et qui est vraiment mettant davantage l'accent sur les questions de projets, d'opérationnel, d'urbanisme, et qui recrute un peu différemment, puisqu'il recrute après le M1 ou après 2-3 ans d'expérience professionnelle. Et on recrute notamment pas mal d'architectes, d'ingénieurs et de gens qui ont déjà un peu d'expérience. Le Governing the Large Metropolis, qui est le grand master comparatif sur la gouvernance des grandes villes mondiales hors Europe, entièrement en anglais. On insiste beaucoup sur la comparaison et sur ce que j'appelle le dark side of governance. À GLM, on dit que gouverner, c'est la corruption, c'est les églises, c'est la police, c'est un peu notre manière de penser les transformations urbaines. Et puis le nouveau master, dont le recrutement est ouvert et qui ouvrira en septembre, Governing Ecological Transitions in European Cities, et qui vise toujours à combiner nos aspects de gouvernance urbaine sur les aspects de transition écologique qui sont particulièrement intéressants dans les villes européennes. J'ajoute que l'architecture d'ensemble de l'école, c'est qu'on a aussi un double diplôme, donc 1 an à Paris, 1 an à Londres, avec la London School of Economics. On a un double diplôme avec le Colegio de Mexico, 1 an à Paris, 1 an à Mexico. On ouvrira en 2021 le double diplôme, en principe, à 99% avec UCLA, donc 1 an à UCLA, 1 an à Paris, et on a des échanges avec tout un ensemble d'universités
internationale. Et puis on a 2 masters exécutifs, donc on a des gens beaucoup plus seniors qui viennent suivre les formations à l'école urbaine et qu'on mélange de temps en temps avec les étudiants. Et on a 2 programmes de travail, 2 chaires, l'un sur la ville numérique, l'autre sur la financiarisation de l'immobilier et du logement, parce que ça permet de développer de la recherche et de créer des nouveaux cours sur l'ensemble de l'école. Et on essaie d'irriguer sur ces questions du numérique et des questions écologiques. On a des enseignements dans l'ensemble des masters et pas simplement sur le master le plus spécialisé là-dessus. Donc voilà ce que je voulais vous présenter un peu sur l'école. Je voulais juste terminer en disant que ce qui caractérise l'école urbaine, c'est qu'on a des étudiants. Vous voyez, nos étudiants, c'est pas ceux qui disent tiens, il y avait de la lumière, je vais passer un concours administratif et quand je serai grand, je verrai ce que je fais. C'est pas trop les étudiants qui sont les nôtres. Nos étudiants, ils sont vraiment intéressants. On va le voir dans une seconde. Mais non, je mets pas de pression. Et ils veulent faire des choses dans la vie, ils veulent s'engager un peu. Les villes, il y a quand même beaucoup de problèmes qui se posent et on veut qu'il passe quelque chose. Et puis la deuxième caractéristique de l'école, c'est aussi un groupe d'enseignants et de professionnels. On a un réseau de 150 professionnels, un réseau de profs et d'enseignants, et c'est un collectif. Vous voyez, nous, on travaille en groupe et on bosse collectivement pour tous les ans changer les maquettes, aider nos étudiants, les former. C'est une formation. J'insiste là-dessus. Il y a dans le monde des masters qui sont très bien, qui sont sur le modèle industriel. Vous savez, vous prenez une brique, vous avez une offre, et puis vous prenez des bouts de trucs et vous faites votre parcours. C'est très bien, c'est un très bon type de formation. Nous, on forme les gens. On veut prendre des gens qui viennent de différents endroits et on vous forme intellectuellement, on vous forme en méthode, on vous fait faire plein d'expériences, plein de trucs un peu différents, vous rencontrez des gens différents et progressivement, par ce système-là, vous vous structurez, vous apprenez plein de choses à être capable des skills durs et des skills soft, être capable de vivre dans la vie et de travailler, et après vous aurez des carrières dans le monde urbain pour les 10, 15, 20 ans qui viennent. Donc c'est cet aspect un peu collectif sur lequel je veux insister. Donc, on a demandé à 2 étudiants de venir nous dire 2-3 choses intéressantes qu'ils ont fait dans leur parcours. Ok, je vais commencer. On m'entend, oui. Donc moi je suis Inès, je viens d'une licence en urbanisme à la base, enfin géographie urbanisme. Et je suis venue en STU en me disant que ça allait bien compléter ce que j'avais déjà fait en urbanisme, notamment pour l'économie, la gouvernance, les politiques publiques, etc. J'ai pas été déçue, c'est exactement ce qui s'est passé. Le master, il y a beaucoup de monde différent, c'est ce qui vient d'être dit. Dans la promotion, on est 80. Il y a des ingénieurs, des gens de prépa, des gens de l'université, des gens de Sciences Po. Donc il y a cette diversité des profils-là, et il y a aussi ce qui est intéressant, la diversité un peu des convictions, si on peut dire comme ça. Personne pense la même chose, du coup ça crée souvent des débats en classe, et c'est ça qui est quand même assez intéressant là-dessus. Et toujours facile à gérer, hein, voilà. Mais ça donne la richesse au cours. Et le master, en tout cas à STU, il est construit un peu en entonnoir de spécialisation. Et c'est assez rassurant. Par exemple, moi, je venais pas de Sciences Po, j'avais aucune connaissance en politique publique. Et du coup, le premier semestre qui est assez général, et moi, ça m'a remis à niveau en politique publique. D'autres qui venaient de prépa, ça les a remis à niveau sur des questions de géographie, par exemple. Donc ça, c'était assez bien. Au deuxième semestre, on pouvait déjà avoir quelques cours à choix. Par exemple, moi, j'ai eu un cours qui s'appelait « Structure spatiale des inégalités territoriales dans les villes moyennes ». Donc on a comparé Poitiers et Dunkerque pour savoir comment les inégalités étaient situées géographiquement dans la ville. Il y a aussi, par exemple, j'ai pris Sociologie des réformes territoriales, où là, on a dû faire un dossier sur les communes nouvelles et leur relation avec les intercos. Donc c'est assez précis, et ça reste de la politique publique quand même. Et là, au semestre 3, avant le dernier semestre qui va être un stage, on a des ateliers, si vous avez déjà regardé la maquette, on a des ateliers professionnalisants. On en choisit 4 parmi une grande liste. Et par exemple, moi, j'ai pris le package un peu aménagement avec des cours bilan de l'aménageur et du promoteur, donc c'est qui finance quoi quand on construit. Donc c'est hyper précis et pointu et ça nous permet d'être opérationnel après pour travailler. Donc c'est cette construction-là, moi, qu'en tout cas j'ai bien aimé. Et puis le projet collectif, on en a déjà parlé pareil, c'est beaucoup vendu, mais pareil, c'est pas que du marketing, c'est vraiment quelque chose de super. Moi je l'ai fait sur les friches à Plaine Commune, c'est en Seine-Saint-Denis. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'on a pu vraiment creuser notre sujet. En fait, on a choisi, nous, le sujet parmi tous les projets collectifs qui étaient proposés. Et du coup, j'ai pu creuser ce sujet-là des friches et de l'urbanisme transitoire qui m'intéressait. Et puis, on s'est habitué au monde professionnel, à avoir des rendus, des réunions, des présentations, respecter les délais. Et voilà. Et on a pu mobiliser ce qu'on avait appris à Sciences Po dans les cours au fur et à mesure de l'année. Et aussi avant, parce qu'on était en groupe de 4 et c'est assez mélangé. Donc, on a chacun apporté nos compétences pour ce projet-là. Et c'est ce qui a fait que ça s'est bien passé. Et puis, les voyages. Alors là, on était dans la Roure il y a 2 semaines. Alors comme ça, c'est peut-être pas très sexy, mais c'était super. Voilà, mais c'était vraiment génial. On a vu comment ils ont transformé leur patrimoine industriel suite à la fermeture des usines de charbon. Et l'année dernière, on était à Montpellier.
Voilà. Et ces voyages-là, ça nous permet d'apprendre et de comprendre beaucoup de choses en très peu de temps. Et même si on n'a pas l'impression, on a l'impression que ça va être un voyage et que ça va être fun, en fait, on apprend beaucoup de choses. Et en première année, ça permet aussi de tous se connaître. Donc ça, c'est sympa. Donc c'est une école à taille humaine, c'est ce qu'on disait. Une promo de 80, c'est assez petit et on se connaît tous. Et je pense que ça, c'est un point sur lequel il faut insister parce que, voilà. Merci. Alors, moi, je m'appelle Constant, donc je suis entré au cycle d'urbanisme l'année dernière. J'avais quelques années d'expérience professionnelle en tant que paysagiste en Afrique de l'Est, principalement aux Maldives, en Tanzanie. Et je voulais faire le cycle parce qu'en tant que paysagiste, on intervient un peu en bout de chaîne souvent dans les projets urbains. Moi, je travaillais notamment en France sur de la réhabilitation, sur des ANRUS et des ensembles de logements sociaux en Seine-Saint-Denis. Clairement, ce n'est pas ceux qui défendent les arbres et la biodiversité qui sont le plus écoutés. Et ce que j'ai adoré au cycle, c'est le fait de pouvoir avoir justement tout un panel de collègues qui sont des ingénieurs, des juristes, des architectes, des gens qui sont en école de commerce. Et comme on a beaucoup de travail de groupe, au final, on apprend autant par ses professeurs que par les autres étudiants. Et on a vraiment la chance de se former à un panel de métiers complètement différents. Moi, j'ai eu la chance de travailler sur un projet collectif pour l'AFD, l'Agence française de développement, sur la politique du logement social au Mexique. Donc, c'était quelque chose qui m'était complètement inconnu. Et c'était une bonne approche des politiques publiques, en plus d'un voyage au Mexique, ce qui était aussi sympa. Et c'est vrai qu'on arrive avec une idée de ce qu'on veut faire en arrivant à l'école urbaine. Moi, j'étais chef de chantier à Zanzibar, j'avais une idée très précise, et maintenant, je fais un stage où je suis à l'OCDE. On a vraiment un panel de métiers dont on ne supposait même pas l'existence en sortant. Et c'est vrai que moi, là, maintenant, je travaille sur les politiques environnementales dans les villes en développement, et c'est plutôt un stage qui est généralement... qui serait destiné à des gens qui ont fait plutôt GLM, ou d'ailleurs qui ont fait plutôt d'autres écoles de Sciences Po. En réalité, tous mes co-stagiaires ont fait plutôt les affaires PSIA, affaires internationales. Mais comme quoi, c'est un peu plus décloisonné que ce qu'on pense, en fait. Et au final, on se rend compte que des gens qui ont fait STU ou GLM se retrouvent, ou le cycle se retrouve dans les mêmes travaux après. Et autre chose sur laquelle on n'insiste pas souvent, c'est les cours de formation commune, même si là on est censé défendre notre école et l'école urbaine, le fait de pouvoir... Sciences Po en général. Le fait de pouvoir prendre des cours en dehors du monde du territoire et de la ville, c'était génial. Surtout après quelques années d'expérience où on a envie d'apprendre, on a une soif de découvrir plus. Moi, j'ai pu prendre un cours de philosophie des relations internationales ou de l'histoire de l'écologie, et ça, c'est vrai que c'est une chance que Sciences Po offre. Merci beaucoup. Alors, ce qui est formidable, c'est que je pense que j'ai plus grand-chose à dire. Si, quand même, je vais prendre quelques minutes pour vous parler d'insertion sur le marché du travail et de comment, en fait, ce projet fonctionne depuis un certain nombre d'années. Mais juste pour préciser aussi le fait qu'on n'a absolument pas préparé avec nos étudiants, c'est-à-dire qu'on leur a dit dites ce que vous avez à dire sur votre expérience d'étudiant à l'école urbaine. Et ce qui est assez agréable, je trouve, je pense que Patrick ne me contredira pas, c'est de voir que le projet tel qu'il l'a défini, il est totalement intégré par les étudiants, même s'ils le disent avec leurs mots. Alors, quand même, quelques éléments concernant à la fois l'approche qu'on développe par rapport à la question du marché du travail et puis les résultats concrets. Le positionnement de l'école urbaine, c'est de former des managers, des développeurs, des analystes, des experts, des concepteurs, etc. On peut multiplier à l'envi les positions professionnelles qui soient capables de s'adapter à une grande diversité de situations, non seulement dans leur job quand ils commencent, mais tout au long de leur carrière, et qui puissent évoluer, être agiles et circuler entre différentes positions professionnelles, différents secteurs d'activité, entre le secteur public, le secteur privé, le secteur associatif, parce qu'on est profondément convaincu qu'on est dans un monde où le cloisonnement, le fonctionnement en silo ne permet plus de définir des politiques publiques qui fonctionnent ou de définir des stratégies d'entreprise qui marchent et qui permettent que les projets soient appropriés, qu'on réponde à la question de pourquoi on fait la ville et pour qui on fait la ville et pas seulement comment on la fait.
Et donc, on se base sur 3 grands principes. Je ne vais pas développer le premier qui a été largement explicité par Patrick, qui est la pluridisciplinarité autour de la notion de gouvernance, avec une combinaison de savoirs disciplinaires extrêmement variés. Je crois qu'on est assez unique en la matière dans le paysage de l'enseignement supérieur français, voire mondial, puisqu'on participe au réseau mondial des Urban Schools et Planning Schools et que cette spécificité nous est reconnue. La deuxième ligne directrice que l'on suit, c'est l'approche du terrain. Je pense que les témoignages des étudiants le confirment. Si vous êtes étudiant à l'école urbaine, vous allez beaucoup voyager, vous allez beaucoup arpenter les territoires, tout type de territoires, des grandes métropoles en France, à l'étranger, des villes moyennes, des bassins versants sur les questions d'eau. Donc il faut être prêt à faire beaucoup de voyages, beaucoup de visites dans cette école. Le troisième angle qui nous permet de nous distinguer, qui est vraiment notre ADN, c'est d'être assez innovant dans les méthodes d'approche du marché du travail. Bien sûr, il y a des stages à l'école urbaine, c'est efficace pour accéder à ce marché du travail, mais on a aussi développé les projets collectifs dont je vais vous parler dans quelques minutes. 66% de nos étudiants travaillent dans le secteur privé. Ce qui veut dire que l'école urbaine n'est pas une école du secteur public local. C'est une école qui travaille sur les questions d'intérêt général et de bien commun à travers tous les leviers qu'on peut mobiliser pour développer ces stratégies et ces politiques. On le fait dans une série de secteurs extrêmement variés. Il y en a quelques-uns qui sont cités là, l'urbanisme, l'immobilier, l'environnement, les transports et la mobilité, mais même l'action sociale, le développement économique, le tourisme, la culture, la politique, et j'en passe. On a comme résultat le fait que 92% de nos étudiants trouvent un job soit avant leur diplomation, soit au plus tard, 6 mois après leur diplomation, et les 8% restants, c'est en général qui se posent encore plein de questions sur la manière dont ils veulent atterrir sur le marché du travail. Et plus important encore, vous voyez là quelques exemples, je ne vais pas les détailler, on est aussi à votre disposition en salle 35 avec toutes les équipes et quelques étudiants pour vous en parler plus spécifiquement de cette question des trajectoires professionnelles. Vous avez des exemples qui montrent que notre approche, qui est une approche de diversité, une approche assez généraliste et où on bâtit ses spécialités au fur et à mesure, elle fonctionne et elle permet des trajectoires professionnelles extrêmement stimulantes avec des niveaux de responsabilité très élevés, comme je le disais tout à l'heure. Je ne vais pas être très long sur les choix de master, ils ont été déjà présentés. Donc si vous voulez travailler plutôt sur la France, vous travaillerez avec Stratégie territoriale et urbaine, qui est un master en 2 ans, ou le cycle d'urbanisme, qui accueille également des jeunes professionnels et qui est accessible à partir d'un M1. Si vous voulez plutôt travailler sur l'international, ce qui ne vous interdira pas aussi de revenir en France évidemment, vous choisirez entre la gouvernance des grandes métropoles mondiales, qui sont caractérisées aussi par l'informel, par l'importance des services urbains, etc. Ou alors vous irez dans Governing Ecological Transitions in European Cities, donc la gouvernance de la transition écologique dans les villes européennes. On a également 2 doubles diplômes et bientôt 3, donc avec la LSI à Londres et avec Colegio de México au Mexique, avec UCLA très bientôt. Et puis, un point très important, comme je vous le disais, on est convaincu que pour pouvoir évoluer dans un monde de plus en plus complexe, on a besoin donc de former de bons généralistes, mais qu'il faut pouvoir fabriquer sa spécialisation. Donc là, on vous a mis quelques exemples, sachant que cette spécialisation, vous pouvez la construire avec l'appui de l'équipe pédagogique, avec l'appui de nos tuteurs, en choisissant vos stages, vos projets collectifs, vos cours électifs, vos ateliers professionnalisants. Mais là, on vous a mis quelques exemples. Il y a une filière d'apprentissage dans le cadre du master stratégie territoriale et urbaine qui fonctionne depuis 2 ans et qui fonctionne très bien. Il y a un parcours risque, par exemple, ce qui montre aussi qu'on peut faire de la transition écologique ailleurs que dans le nouveau master, qui est aussi dans ce master stratégie territoriale et urbaine. Vous avez un parcours sur les villes africaines au sein de Governing the Large Metropolis. Vous avez un parcours recherche dans la plupart de nos masters, tous en réalité, qui vous permet, si vous avez un projet en matière de recherche, de vous connecter avec l'école doctorale de Sciences Po ultérieurement. Et puis vous avez un parcours entrepreneurial dans un de nos masters, mais plus généralement, un certain nombre de nos étudiants créent leur entreprise, soit immédiatement, soit quelques années après leur scolarité.
Vous avez la possibilité d'avoir des échanges à l'international. L'internationalisation est très importante pour nous. On a 25% de nos étudiants qui sont étrangers ou binationaux. Ce chiffre augmente chaque année. Et bien sûr, on progresse dans cette internationalisation à travers les masters en anglais, c'est évident, les doubles diplômes, mais aussi à travers ces programmes d'échange qui nous permettent en particulier d'envoyer et de recevoir des étudiants venant de ces 7 universités partenaires qui sont à la fois en Asie, aux États-Unis et en Europe. Un point donc sur les dispositifs pédagogiques, leur diversité. Je vous disais qu'à travers notamment les projets collectifs, on essaie d'amener une série de compétences qui sont fondamentales aujourd'hui du point de vue des employeurs et du point de vue des retours que nous font nos étudiants. Ce sont des compétences, des capacités collaboratives, des capacités à travailler en groupe, des capacités à dépasser des difficultés, à multiplier les regards sur un sujet, également des capacités de management de projet, de création, de créativité, d'innovation. C'est ces compétences un peu transversales au-delà des spécialités, des expertises qui aujourd'hui font la différence sur le marché du travail. Et donc les projets collectifs sont ces fameux projets où pendant 1 an, dès votre premier jour, j'ai envie de dire, ou quasiment à l'école urbaine, vous travaillerez avec des commanditaires publics, privés, associatifs, français et internationaux, collectivités locales, acteurs privés, grandes entreprises, entreprises moyennes, start-up, associations, bailleurs sociaux, etc., etc., pour répondre, non pas faire un cas pratique, mais répondre à une situation complexe, réelle. Et ces commanditaires sont partenaires de l'école et rémunèrent ces projets collectifs, ce qui nous permet par ailleurs, en termes de modèle économique pour tout vous dire, de faire en sorte que les voyages et les nombreux voyages soient absolument gratuits pour nos étudiants. Donc c'est un cercle vertueux qui nous permet à la fois de faire progresser les étudiants, de renforcer notre réseau professionnel, et donc on en est assez fiers. Les voyages d'études, vous avez une liste non exhaustive, on prépare le voyage pour Séoul. Et puis, vous aurez évidemment des chercheurs et des enseignants absolument remarquables qui vous marqueront, j'en suis absolument certain, si vous venez à l'école urbaine. Voilà, à vous, on attend vos questions. Des questions. Il y a un micro, on va faire passer. Qui se lance? Allez, ici. Bonjour messieurs, dames, bonjour à tous. J'ai une question concernant le cycle d'urbanisme. Est-ce qu'il y a beaucoup de passerelles, notamment entre la géographie de l'environnement et l'urbanisme, notamment à travers l'écologie urbaine? Absolument. Tu complètes, Patrick, si tu veux, évidemment. Alors, le cycle d'urbanisme a 50 ans cette année. D'ailleurs, si vous le souhaitez, vous serez invité aux 50 ans, en tout cas aux événements publics. Mais l'urbanisme a beaucoup changé en 50 ans. Donc le cycle d'urbanisme bâtit, je dirais, sa réputation, sa performance, son excellence sur le fait qu'il s'adapte au fur et à mesure aux évolutions de la fabrique de la ville en France. Et donc le cycle d'urbanisme, depuis quelques années à Sciences Po, il s'est beaucoup internationalisé. Il travaille énormément... j'ai pas envie de dire l'effacement des frontières, mais plutôt la circulation des savoirs entre les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, le public, le privé, les architectes, etc. Et donc, effectivement et évidemment, la question de la ville post-carbone, la question de l'adaptation des villes au changement climatique, la question des low-tech dans la lutte contre les îlots de chaleur urbains, pour prendre des exemples qu'on travaille en ce moment dans les projets collectifs, la question également de la manière dont les formes urbaines induisent un certain impact carbone, tout ça, on le travaille en permanence et on va continuer à le travailler. Bonjour. Je fais une double licence économie et sociologie et ce sont réellement des choses qui m'intéressent. Et vous avez beaucoup parlé de géographie et d'architectes ou ingénieurs qui ont fait du coup ce master. Quelle place l'économie et la sociologie a-t-elle réellement dans ce master ? Je crois que c'est pour Patrick. Mais d'abord, si vous voulez répondre, oui, allez-y. Dans quel master ? Dans les masters, non. Tous ? Brièvement, en fait, c'est un effet de plantation. C'est que pendant des années, on a toujours insisté sur le fait que c'est une formation très forte en sciences sociales. Donc, c'est mobiliser d'abord les sciences sociales pour transformer la ville.
Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est aperçu que les ingénieurs, les architectes se sentaient exclus et ne candidaient pas parce que c'était. Donc, du coup, on met moins l'accent là-dessus, mais en fait, parce que vous êtes la cible de base. C'est-à-dire qu'au contraire, on a beaucoup de gens de sciences sociales et la formation, elle est basée sur les sciences sociales au sens large. Moi, je prends l'économie pour une science sociale. Hein. Donc, ces éléments-là seront très, très structurants. Sciences Po est une université de recherche en sciences sociales en priorité. Donc, parmi les différentes disciplines qu'on va travailler, on a beaucoup d'économie, de sciences politiques, de sociologie, d'histoire et un peu de géographie et d'urbanisme. D'accord ? Donc la priorité, elle est plutôt un peu là, mais c'est un équilibre d'ensemble. Donc ces éléments-là sont très très présents et évidemment, on recrute historiquement beaucoup de gens avec des profils comme le vôtre. Ce sur quoi on veut mettre l'accent, c'est que si vous n'en avez jamais fait avant, d'économie et de sociologie, c'est pas dramatique. D'abord, il y a des cours en ligne pour vous donner quelques idées sur ce qu'on fait. On vous encourage à regarder un peu ce qui se passe. Et dans le cadre de votre formation, il faudra travailler davantage ces matières-là si vous n'en avez jamais faites. Mais au contraire, il n'y a aucun... Vous voyez, c'est juste un effet de présentation. C'est qu'on ne veut pas exclure ceux qui ne l'ont pas fait a priori, mais simplement, il faudra travailler beaucoup ces matières-là en arrivant. Mais pour vous, ce sera plus facile. Par contre, peut-être que sur ces projets collectifs, ce sera plus dur pour vous. Vous voyez, chacun a ses points faibles et ses points forts et faibles. Ouais. Vous pouvez passer derrière vous. Bonjour. Oui, donc ça rejoint un peu la question donc, de Madame. Ça concerne donc une question pour le cycle d'urbanisme. Quelle est la place du juriste dans ce parcours ? Essentiel. On entend beaucoup parler de urbanisme, aménageur. Oui. Alors, elle est essentielle. Aujourd'hui, on est dans un moment où fabriquer la ville ou même gérer la ville amène à des montages de plus en plus compliqués parce qu'il y a une financiarisation, parce qu'il y a une juridisation de l'urbanisme, parce que des acteurs qui étaient avant pas du tout impliqués dans la conception des programmes ou même la réalisation de ces programmes le sont. Et donc, les juristes, aussi bien que les sociologues, aussi bien que les politistes, aussi bien que les géographes ou les historiens ou les data scientists sont absolument essentiels. Donc, l'idée, c'est vraiment que pour comprendre un système de gouvernance, pour paraphraser Patrick, il ne m'en voudra pas, c'est aussi bien qui gouverne et puis qui est gouverné et comment tout ça, ça réagit et comment ça réagit différemment dans un contexte territorial donné et pourquoi ça fonctionne là et pourquoi ça ne fonctionne pas à côté alors que c'est le même dispositif contractuel. Pourquoi est-ce que réinventer Angers, c'est pas réinventer Paris ou réinventer la métropole du Grand Paris, voilà, typiquement. Donc on a effectivement une place pour les juristes, pour les notaires dans nos formations continues. C'est des corporations qui viennent beaucoup se former sur ces questions-là alors qu'on ne les voyait pas avant. Moi, je voudrais rajouter un point. Alors, je parle sous le contrôle, les gens connaissent mieux que moi parce que je ne suis pas juriste. Mais c'est quand même une période très intéressante pour le droit. C'est-à-dire qu'on avait en France un droit de l'urbanisme privé de très haut niveau, mais très très droit privé quand même, et un droit public très 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 souverain qui est quand même un petit peu en train de s'écrouler. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, pour les juristes, il y a tout un ensemble de domaines du droit où on cherche à articuler, et la séparation publique-privée, elle devient assez compliquée. Le deuxième élément, c'est qu'on voit que d'autres réflexions arrivent sur les communs, sur tout un ensemble de choses qui amènent plein de travaux intéressants en droit. Et la troisième chose, c'est que le droit pour les questions des villes françaises, il est de plus en plus influencé par du droit produit par du droit européen ou du droit transnational ou des organisations publiques et privées. Donc c'est vraiment un moment extrêmement intéressant sur l'évolution du droit. On a beaucoup de mal à trouver des enseignants. Et donc on travaille très étroitement avec l'école de droit de Sciences Po, nos copains de l'école de droit, et on travaille avec eux sur des profils qui peuvent enseigner au sein de notre école. Donc pour l'instant, on a le droit de l'urbanisme, on a le droit public, mais on travaille avec eux sur des profils de gens qui vont avoir une expérience. Par exemple, on a un conseiller d'État qui a été en cabinet du Premier ministre et qui explique à nos étudiants, vous savez, le droit, il faut prendre des risques avec le droit et qui explique des choses comme ça. Donc, on cherche des profils et on essaie de monter en puissance le droit au sein de l'école, mais avec des profils qui vont combiner ces différents éléments dont je vous parle. Et puis la dimension environnement qui arrive maintenant. Donc, c'est pas facile de savoir ce qu'on doit enseigner à nos étudiants et de trouver des profils pour enseigner. Et on y passe beaucoup de temps, mais c'est vraiment un moment extrêmement intéressant, je trouve, de réfléchir sur droit, territoire, ville. On avait un très grand professeur ici qui a fait ça pendant longtemps, qui est parti à la retraite malheureusement. Et donc on travaille avec des profils de jeunes profs qui nous amènent des éléments sur ces différents éléments. Et on les trouve plus facilement à l'étranger qu'en France. Mais c'est en train de bouger, donc c'est vraiment un moment très très important. Et en tout cas, dans les années qui viennent, on va faire monter en puissance le droit à l'école urbaine. D'autres questions ?
Bonjour tout le monde, je m'appelle Marie-Océane et j'avais une question qui est beaucoup moins intéressante, si on peut dire. Toutes les questions sont bonnes. Mais bon, elle est un peu plus terre à terre. Donc, vous avez dit que c'était des petites promos. Et moi, j'avais une question, est-ce qu'on peut postuler à 2 masters ou est-ce que c'est pas possible? Il faut choisir. Ok, donc il faut choisir depuis la candidature. Oui. Ok. Et si on n'est pas pris dans le master qu'on veut, est-ce qu'on nous propose un autre master ou est-ce qu'on est directement out? Non, okay. Il faut choisir. D'où l'importance que vous veniez discuter tout à l'heure en salle 35 avec nous pour faire ce choix de manière éclairée. Et si jamais on n'a pas le master qu'on veut, donc on dit d'accord, est-ce qu'on peut repostuler l'année d'après ou est-ce qu'il y a une quantité Absolument. Donc je peux postuler pendant 5 ans et Vous pouvez être persévérante, on apprécie particulièrement la persévérance, mais je pense que... Voilà, en discutant avant, vous améliorerez aussi vos chances de réussite. Et sachant que c'est des petites promos du coup et qu'il y a 8 masters, combien il y a de personnes qui postulent réellement? Et combien de personnes sont sélectionnées? Moi, ça m'intéresse pour savoir un petit peu quelle pression je dois mettre pour la candidature. Alors, je vais vous faire une réponse qui est qu'il faut que vous postuliez pour des bonnes raisons. C'est-à-dire il faut que vous postuliez parce que aller à l'école urbaine correspond réellement à quelque chose qui vous motive, qui fait sens, pas seulement d'un point de vue professionnel, mais pour tout ce que Patrick a expliqué. Voilà, cette envie de transformer les choses. Si on ressent ça dans votre candidature, si elle est incarnée, il y a évidemment des critères et de la sélectivité. Après, je ne vais pas vous répondre sur un taux de sélection. Bien sûr qu'on est sélectif, mais il faut que votre candidature soit le taux varie. incarnée. Il y a une réponse, et vous allez comprendre très vite. À Sciences Po, on n'a pas de sélection. Une fois que vous êtes rentré à Sciences Po en première année, il n'y a pas de sélection ensuite. C'est-à-dire que tous les ans, nos étudiants qui sortent du bachelor de Sciences Po, ils choisissent leurs écoles. Et donc, selon les années, ils vont choisir plus ou moins l'école urbaine ou plus ou moins les autres écoles. Et ça varie. D'accord ? Donc, on a plus ou moins de places. Donc, on a un nombre pour l'ensemble de l'école urbaine. Et après, en fonction des bons étudiants, on peut avoir des promotions qui vont monter très fort une année sur un master et un peu moins sur l'autre. Donc, on a des marges de manœuvre très fortes ensuite sur les différents. Donc, le taux de sélectivité, il change énormément d'une année sur l'autre et d'un master sur l'autre. Alors, j'ai envie de vous dire, donc, après, on peut vous donner des chiffres sur 5 ans, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on peut avoir des années où on a énormément de candidats, mais en fait, il n'y en a pas beaucoup qui correspondent vraiment bien à la formation. Donc des fois, on a un énorme nombre, on a un taux de sélectivité, waouh, super fort, mais en fait, on a très peu choisi parce qu'on avait de très bons étudiants, ça faisait à peu près le nombre, et ça a été réglé tout de suite. Et parfois, on n'a pas tellement de candidats, mais ils sont tous très très forts. Et du coup, de fait, il y a une plus forte sélectivité. Donc les taux, oui, l'expérience qu'on a, c'est que ça ne nous dit pas grand-chose. Il y a une sélectivité, c'est évident, il y a un premier niveau qui est votre dossier scolaire qui est évalué, il faut des très bons étudiants, ça c'est sûr. Puis après, il y a l'oral qui va faire. Donc les taux sont quand même pas très très élevés. La grande réforme qu'on a fait il y a 2-3 ans, c'est qu'on a enlevé l'épreuve écrite à l'entrée, mais il faut nous envoyer une copie, comme vous savez dans votre dossier, on veut savoir si vous savez écrire. Ce qui fait qu'on voulait encourager plus de gens de l'université à venir, ou des gens qui avaient d'autres formations, qui n'étaient pas uniquement les prépas ou uniquement les Sciences Po. Donc on a fait un gros effort de diversité. D'accord ? Donc il y a une sélection, c'est très clair. Les chiffres varient énormément d'une année sur l'autre. Et en plus, le nombre de gens qu'on va recevoir va dépendre aussi un peu du nombre de gens de Sciences Po qui viennent à l'école urbaine. Donc tout ça, mis bout à bout, c'est pas une mauvaise foi pour vous répondre, c'est que ça varie vraiment beaucoup d'une année sur l'autre. Et que parfois, on a un cas d'un diplôme où il y avait très très peu de candidats. Et nos collègues vous disent, mais quand même, vous avez très peu de candidats, ça va pas du tout. Ils étaient absolument excellents. Et c'est des meilleures promos qu'on ait jamais eues. Donc vous voyez, c'est ça le problème. C'est qu'il y a des gens qui font des candidatures genre... je sais pas, ils aiment bien ça, quoi, donc ils en font beaucoup. Et puis il y a des gens qui font vraiment les candidatures qui vont bien. Donc pour ça que les chiffres en moyenne ne sont pas très très... Comme on dit chez nous, quand vous avez les pieds dans le four et la tête dans le frigo, le corps est en moyenne à la bonne température. Et bien c'est un peu pareil pour toute sélectivité. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est bien résumé. Encore quelques questions ? Merci beaucoup. C'est une question un peu provocatrice. Est-ce que l'école urbaine s'intéresse aux campagnes ? Ah, Patrick, tu veux répondre ? Pas tellement. Mais pour des bonnes raisons. Ce qui est important, c'est que là, aujourd'hui, on est un peu sur un fétichisme. Moi, je viens du fin fond de la Bretagne, donc vous voyez, je vois bien le sujet. Il y a un peu un fétichisme du local. Ça. Quand vous cherchez à comprendre, à expliquer ce qui se passe sur les territoires en France, à expliquer, à comprendre les dynamiques qui expliquent ce qui se passe.
Aujourd'hui, la transformation des campagnes en France, ça s'explique par les villes. Et c'est pas qu'en France, c'est partout dans le monde. Donc les villes, c'est pas simplement qu'elles sont tout ce que vous voulez, c'est que les logiques de transformation, les campagnes s'urbanisent dans les modes de vie sur plein de choses, et l'explication de ce qui se passe dans les campagnes, y compris le déclin, s'explique par ce qui se passe dans les villes. Donc la logique d'explication, elle est dans les villes. C'est vrai en économie, en sociologie, en ce que vous voulez. Donc, les campagnes, on peut les regarder, mais c'est pas ça qui nous explique ces transformations. Petit 1. Petit 2, pendant des années, jusqu'à il y a 2 ans, on se battait pour envoyer nos étudiants dans les villes moyennes, dans les campagnes. Ils ne voulaient pas y aller. Ils ne voulaient pas y aller. Et alors, depuis 2 ans, retournement nouvelle génération, ça les intéresse à nouveau. Donc, on commence aussi à s'y intéresser, notamment sur les villes moyennes, et un peu parce que nos étudiants s'y intéressent. Alors, parfois, ils s'y intéressent pas que pour des bonnes raisons. Vous voyez, on a des étudiants qui nous disent, voilà, maintenant, le monde futur, c'est on va être local, on va jamais bouger du local, le local, c'est génial, et il ne se passe rien ailleurs. Non, non, même si vous vous intéressez aux transitions écologiques, il faut comprendre qu'il y a des interdépendances, qu'il y a des réseaux, et que c'est des choses un peu plus compliquées. Donc, on s'y intéresse pas beaucoup. Alors, par rapport au projet sur la Roure, là, Oui. de réinvestir des endroits qui sont des friches industrielles, en fait, c'est souvent quand même dans des territoires qui sont assez isolés, c'est pas au centre d'une ville en général. La Roure, c'est pas la campagne. Alors, la Roure n'est pas du tout la campagne. C'est pas une campagne, la Roure. Là, je vous arrête tout de suite. Hein. Alors, on va pas être d'accord. Ceci étant... Ah, mais c'est pas une mégalopole. Mais nous, on s'intéresse aux villes. Ça veut pas dire qu'on s'intéresse qu'aux villes de plus de 100 millions d'habitants. Hein. C'est pas le sujet. C'est les villes en général. Alors... Et dans beaucoup d'endroits dans le monde, les villes moyennes croissent plus que les villes, que les grandes villes. Oui. Non, je crois que... Bonjour, c'était par rapport aux questions d'admissibilité. Pour les professionnels, en fait, quel est votre regard sur le parcours qu'ils ont eu a posteriori de leur diplôme, justement? Comment vous jugez, justement, les dossiers que vous recevez? Alors, là, votre question porte sur le regard qu'on porte sur les trajectoires professionnelles de nos anciens étudiants, c'est ça? Non, des gens qui sont candidats. Pour les candidats. Des candidats qui ont une trajectoire professionnelle. D'accord. Alors, il y a 2 possibilités pour intégrer l'école urbaine quand on est professionnel. Donc, il y a des jeunes professionnels qui, en règle générale, entrent par le cycle d'urbanisme, comme l'a dit Patrick, et puis on a des masters de formation continue. Donc ça, c'est une autre possibilité qui n'est pas du tout de même nature, puisque dans un cas, vous avez une formation à temps plein, et dans l'autre cas, vous avez une formation qui s'adapte au fait que vous continuez votre activité professionnelle. Et donc, la formation continue obéit à des logiques propres sur lesquelles je pourrais vous renseigner. On a 2 masters en formation continue, un qui s'appelle Stratégie et finances de l'immobilier, son titre est assez explicite, et un autre qui s'appelle Gouvernance territoriale et développement urbain, qui ressemble peu ou prou à Stratégie territoriale et urbaine, mais en version formation continue. Donc, dans le projet de l'école urbaine, il y a cette logique de diversité des parcours, des horizons et de croisement entre des jeunes professionnels, des professionnels installés et des jeunes étudiants avec des masterclass communes et tout un tas de choses. Oui, bonjour. Alors j'avais une question à propos de la place donnée à l'art et à la dimension artistique de l'urbanisme en tant que cas relié à l'architecture. Alors, je réponds, d'accord. C'est évidemment une question qui est aujourd'hui travaillée à travers des projets collectifs, beaucoup de visites. On est en première année, en général, dans le Grand Paris, dès le 2e jour de M1, avec des reportages photos qui sont ensuite combinés et qui permettent à nos étudiants de saisir notamment ce genre de transformation culturelle et artistique qui permettent, au-delà de l'habillage de friches, de faire de l'urbanisme temporaire et surtout de faire en sorte que les populations locales s'approprient ces questions-là. Donc c'est absolument central et on a des dispositifs autour de la photo, autour de la vidéo et des documentaires également, puisque beaucoup de nos étudiants de plus en plus réalisent des documentaires et on discute même avec des directeurs de festivals en ce moment même pour, bien sûr. Là-dessus, l'année dernière, il y a déjà des gens à L2 à Sciences Po qui ont posé la question quelle est la place de l'environnement dans la formation d'STU. Et ce qu'on leur avait répondu, c'est qu'en fait, il faut aussi savoir toi ce qui t'intéresse. Par exemple, si c'est l'art, et quand il y a des papers à écrire dans les cours, tu pourras toujours trouver un sujet qui relie avec ce qui t'intéresse à toi. Il ne faut pas attendre que ça tombe dessus, hop, un cours sur l'environnement, hop, un cours sur l'art. Et toi, mettre ce qui t'intéresse dans ta formation, en fait, aussi. Et tu as la possibilité, dans des papers de 30 pages, d'écrire quelque chose là-dessus, si ça rentre et si le prof valide, en fait. Voilà, donc tout ça est exact, mais pour être très clair, on n'est pas une école où c'est la place centrale. Hein, on n'est pas une école d'architecture, c'est un projet alternatif. Donc les gens qui sont vraiment intéressés par la dimension esthétique, il faut aller dans une école d'architecture.
hein. On ne cherche pas à tout couvrir non plus. Donc c'est exactement ce qu'a dit Guillermo, c'est une dimension qu'on a. Elle n'est pas centrale. Le cœur de notre formation, c'est des sciences sociales pour comprendre, transformer et agir sur la ville. Donc nos étudiants font des maquettes, il y a un cours d'architecture pour nos étudiants de STU, donc il y a cette dimension est présente, mais elle est secondaire dans l'ensemble de la formation par rapport à d'autres formations urbaines qui mettront l'accent sur le paysage, sur l'architecture. C'est une dimension qui est présente, mais qui est très secondaire par rapport au cœur de l'école. Ce n'est pas une école de design, vous voyez, c'est un modèle alternatif par rapport à ce modèle-là. Même si ça vous intéresse, tout ce qu'a Guillermo est très central. Mais ce n'est pas le cœur de la formation. Je crois qu'il va falloir qu'on y aille. Oui, je regarde, oui, je crois que... Alors, pour toutes les questions qui restent, bien entendu, on est disponible non seulement à la sortie de l'amphi, mais en salle 35, Eugène Dechtal, l'escalier à l'entrée, 3e étage. Bon après-midi. Merci beaucoup de votre intérêt.